Merci beaucoup d'être venu. Vous venez donc de publier un ouvrage, La tentation radicale. Et donc simplement pour rappeler, les lycéens, quelle a été la tranche d'âge que vous avez sélectionnée ou les classes Alors on a sélectionné les 14-16 ans qui correspondent à des élèves qui sont en classe de seconde. C'est un âge un peu charnière entre le lycée qui commence, mais aussi la fin du collège. C'est l'âge de l'adolescence aussi, et c'est un âge qui nous était apparu intéressant parce que c'est un âge plus fragile et peut-être aussi plus influençable. Pour une définition qui paraît très importante, est-ce que vous pouvez expliquer de manière assez simple qu'est-ce que c'est finalement la pensée radicale? Comment on peut la définir? Alors, c'est pas la pensée radicale. Ce que l'on a fait dans cette enquête, c'est de mesurer plutôt les opinions qui sont favorables ou en tout cas qui représentent un certain attrait pour les idées radicales. Voilà, parce que la pensée radicale, ça voudrait dire que c'est quelque chose d'homogène, de cohérent et de structuré. Or, en fait, chez ces adolescents, chez ces jeunes, bien évidemment que si l'on a pu repérer dans l'enquête des réponses cohérentes, une certaine cohérence à la façon dont leur opinion peut se structurer, pour autant, ils ne revendiquent pas une pensée radicale constituée. On avait une définition au départ très large, qui est une volonté de rupture avec les institutions, le système politique, institutionnel, mais aussi les normes et les valeurs dominantes dans la société. Cette définition, on a évidemment cherché à la préciser et à la rendre opérationnelle dans les différents domaines plus précis qu'on a étudiés, c'est-à-dire la politique, la religion, et on va dire le rapport à l'information. Oui, juste quelques exemples en fait de paramètres que vous avez dans vos questions, que vous avez relevés en termes d'idées radicales, le type de questions que vous posiez aux lycéens. Peut-être que pour ça, on va décomposer un petit peu. Parce qu'on n'a pas effectivement des mêmes questions en ce qui concerne ces trois univers un peu que nous avons cherché à explorer. En ce qui concerne la radicalité politique, par exemple, eh bien, des indicateurs ont été constitués à partir de questions aussi diverses que, par exemple, l'orientation électorale. Ils ne sont pas encore en âge de voter, mais on leur demandait pour quel type de candidat ou de force politique ils seraient éventuellement prêts à voter. Ou d'autres questions comme la participation à des actions protestataires. Et à cela s'ajoute une radicalité plus forte, signifiant par exemple une véritable rupture avec le système politique qui suppose l'acceptation de la violence. Il y avait vraiment des questions sur, par exemple, légitimez-vous le passage à l'acte violent ou ce genre de questions. Voilà, et ça c'est effectivement toute cette graduation que l'on a cherché à mesurer par rapport à la radicalité. Donc, la radicalité ordinaire, je dirais, cette radicalité en tout cas dans le champ politique de protestation, qui est très diffuse dans l'ensemble de la jeunesse, jusqu'à cette radicalité de rupture qui concerne moins de jeunes, mais qui suppose une acceptation et une légitimation de la violence. Et est-ce que vous pourriez, même c'est très délicat ce que je vous demande, dresser en quelques lignes le constat que vous avez pu en tirer quant à l'attrait de la radicalité chez ces jeunes? Quelle conclusion? Au préalable, si vous voulez, pour ce qui concerne la radicalité religieuse, il faut aussi définir un petit peu les indicateurs très rapidement, qui sont un peu le pendant d'ailleurs de ce que Anne a dit pour la politique. C'est-à-dire il y a un aspect idéologique qu'on a appelé l'absolutisme religieux. Ce n'est pas tout à fait le fondamentalisme, mais disons quelque chose d'approchant. Et puis également l'attrait ou la légitimation de la violence, mais là de la violence religieuse. Alors c'était une question... trouvez-vous acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion? Oui, parce que vous avez mis l'accent, vous avez volontairement choisi une surreprésentation
dans l'échantillon des musulmans. Pour rappeler en 2 mots le contexte dans lequel cette recherche a vu le jour, c'est-à-dire après les attentats de 2015 à Charlie Hebdo puis au Bataclan, et le président du CNRS à l'époque, Alain Fuchs, avait lancé un appel à recherche auprès de la communauté des chercheurs, auquel on a répondu. Donc évidemment, cet aspect des attentats islamistes était un des aspects importants qu'on voulait investiguer. Alors pas seulement, puisqu'on a ouvert le spectre pour étudier d'autres formes de radicalité, c'était intéressant de pouvoir faire cela, mais évidemment pour étudier, disons, les facteurs qui pouvaient être liés à des formes diverses de radicalité religieuse, et notamment celles qui pouvaient être liées à l'islam, il fallait avoir dans l'échantillon suffisamment de musulmans. Et donc, dans ce que vous avez pu en tirer, est-ce que vous avez tiré la conclusion donc, que la religion musulmane est un facteur de radicalité ou augmente les chances de radicalité? Quelle a été la conclusion sur ce point? La conclusion, c'est qu'en tous les cas, des formes effectivement de radicalité telles qu'on les mesure, alors soit effectivement l'adhésion à ce qu'on a appelé l'absolutisme religieux. Alors est-ce une forme de radicalité? Évidemment, on peut en discuter, hein, mais en tous les cas, si vous voulez, ce qui apparaît très clairement, c'est que l'adhésion à cette forme d'absolutisme religieux, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est l'absolutisme religieux? C'est un anti-relativisme radical. Il y a une seule vraie religion, et l'idée que la religion doit dominer le monde séculier. Notamment, on avait une question sur la religion et la science pour expliquer la création du monde. Et voilà, donc là, ceux qui disent à la fois qu'il y a une seule vraie religion et la religion a raison contre la science, on les a définis comme absolutistes. Il y avait juste, est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre de personnes qui vont opposer la religion et la science en disant, par exemple... Alors, en tous les cas, chez les musulmans, ils sont très très nombreux. C'est 80% des musulmans qui pensent ça. Voilà. Mais les deux critères associés, on a environ un tiers des musulmans qui correspondent à notre définition de l'absolutisme, contre 5% des chrétiens. Donc il y a un effet musulman sur l'absolutisme. Il y a aussi un effet islam sur la justification de la violence religieuse, qui est moins élevé, mais il y a quand même un jeune musulman sur 5 qui considère qu'il est acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion contre 8% des chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce facteur religieux, si vous voulez, lorsqu'on contrôle d'autres types de variables qui peuvent expliquer cette tentation pour la radicalité, notamment des facteurs socio-économiques ou des facteurs de discrimination, certains jouent, d'autres pas, mais en tous les cas, ça n'affaiblit que relativement modérément l'effet spécifique de l'appartenance à l'islam. Du coup, vous remettez un petit peu en cause, d'une certaine manière, beaucoup des thèses qui avaient été soulevées en disant que le facteur de sentiment de discrimination ou d'injustice joue, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu retrouver? Non, il joue, c'est indéniable. Les jeunes musulmans qui se sentent discriminés sont plus radicaux que les jeunes musulmans qui ne se sentent pas discriminés, mais ce n'est qu'une explication très partielle, parce que qu'ils soient discriminés ou non, les jeunes musulmans sont toujours plus radicaux que les jeunes non-musulmans. D'accord. Est-ce que vous avez des pistes d'explication sur ça, ou est-ce que vous en restez vraiment au constat de l'étude? Est-ce que vous avez des pistes pour expliquer cet attrait pour les idées radicales? Oui, alors sur le plan religieux, des pistes, il y en a plusieurs, c'est un phénomène complexe. Mais quand même, ce que l'on a pu observer dans cette enquête, c'est que déjà les jeunes musulmans grandissent, sont socialisés dans un contexte de forte religiosité, où la religion a toujours une place dans l'éducation familiale très importante. Donc là, il y a déjà un facteur lié à la socialisation de ces jeunes qui peut, non pas forcément expliquer la radicalité, mais enfin le fait qu'ils soient en tout cas plus concernés, davantage concernés par le fait religieux que les autres. Alors se mêle à ce que vient de dire Anne, un autre facteur, et ça je crois que c'est peut-être une vraie découverte de notre enquête, c'est le facteur intrinsèque de, disons, un certain attrait ou une certaine justification de la violence dans la vie sociale ordinaire, pas forcément de la violence religieuse. Peut-être un des résultats forts de notre enquête, c'est de montrer que les jeunes qui combinent cet absolutisme religieux et cet attrait pour la violence, c'est la conjonction, si vous voulez,
de ces deux caractéristiques qui, véritablement, est très fortement associée, le plus fortement associée à la justification de la violence religieuse. Et si l'on prend les 41% donc, qui se déclarent non religieux, est-ce que vous avez pu observer aussi un attrait ou des idées radicales chez ces jeunes, ou une justification de la violence, ou c'est des choses qui apparaissent moins? Les jeunes sans religion, bien sûr, peuvent être concernés. Et quand ils sont concernés par la radicalité politique, ils le sont selon une graduation différente. Il y a cette radicalité de protestation qui concerne une majorité, ou en tout cas une bonne moitié de jeunes aujourd'hui, qui sont disposés à participer à des manifestations, qui sont disposés aussi à des blocages lycéens, ou qui peuvent être attirés par par un vote pour des forces extrémistes, par exemple. Évidemment, c'est assez différent de ce que l'on retrouve chez une minorité de jeunes, mais quand même un lycéen sur 5 qui justifie la violence et qui suppose donc par là une proximité avec une radicalité de rupture, supposant des affrontements avec les forces de l'ordre, supposant des affrontements avec d'autres manifestants, voilà, supposant une intervention dans l'espace social et politique par la violence. Donc ça, c'est quand même un lycéen sur 5 qui peuvent être concernés. Oui, donc ce qui est beaucoup. Et juste dernière question, parce que c'est des choses dont on parle beaucoup en ce moment, de l'adhésion aux théories du complot. Est-ce que vous avez abordé ce point dans cette enquête, et quels sont les résultats sur ce volet? On a pu mesurer dans l'enquête le degré d'attractivité des théories du complot. Par exemple, 4 jeunes sur 10 considèrent aujourd'hui que les attentats du World Trade Center en 2001 n'ont pas été le fait d'Al-Qaïda et d'Oussama Ben Laden, mais bien le fait de la CIA. Donc voilà, c'est quand même une proportion significative, ils sont très jeunes. Là-dessus, est-ce que vous avez des hypothèses pour expliquer ça? Est-ce que c'est le fait que les gens utilisent de plus en plus Internet, ou est-ce qu'il y aurait un manque de développement de l'esprit critique au niveau de l'éducation? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette... C'est difficile à expliquer, mais en tous les cas, Internet joue certainement un rôle très important, parce que la culture des jeunes maintenant, évidemment, c'est une culture qui passe par ces nouveaux moyens de communication et d'information, c'est leur culture, et donc qui est associée effectivement à une défiance très forte à l'égard des médias, mais plus largement, si vous voulez, à une défiance très forte à l'égard des institutions, et aussi, ce qui est très inquiétant, je trouve, c'est une défiance croissante à l'égard de la démocratie, voilà, et des règles démocratiques. Donc au fond, l'idée de ces jeunes, ils ne sont pas passifs, si vous voulez, devant les informations, mais ils considèrent que chacun peut construire sa propre vérité. Et évidemment, on n'a pas fait probablement assez l'éducation critique des jeunes de cet âge à l'utilisation de ces nouveaux moyens de communication et d'information. Oui, puis je rajouterais quelque chose, c'est aussi une possibilité pour ces jeunes qui sont en construction d'identité, de repères, de se penser comme plus intelligents que les autres, plus informés que les autres. Les théories du complot jouent beaucoup là-dessus, et donc sur l'idée de distinction, sur l'idée que l'on va enfin s'approcher d'une vérité, que les institutions justement et toutes les organisations vis-à-vis desquelles on est de plus en plus défiant cherchent à cacher des choses. Donc il y a aussi ce ressort de l'accès possible pour ces jeunes à un savoir qui supposerait une compréhension supérieure par rapport au commun des mortels. Et donc ça, c'est dans ces âges, notamment de l'adolescence, c'est forcément un ressort psychologique qui peut compter.